Nouveaux invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Ce soir, Eric Turgeman est à nos côtés, directeur action et convertible d'Ophi Asset Management. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Bazissière de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir, vous êtes le président d'Equity GPS. On va pouvoir détailler quelques éléments spécifiques de l'actualité de marché. Mais un mot quand même de votre sentiment, parce que alors, les marchés baissent depuis plusieurs mois maintenant. L'ajustement est toujours en cours. L'ajustement des prix est toujours en cours. Ce qui s'est quand même passablement dégradé, j'ai l'impression, ces derniers jours, c'est le sentiment des investisseurs, Eric. On a eu l'impression, la semaine dernière, avec des mouvements de roller coaster, de montagne russe un peu violents, qu'on n'était jamais loin de basculer dans quelque chose qu'on aurait pu qualifier comme étant de la panique, sans jamais qu'on aille totalement jusqu'à ce niveau de capitulation. Mais on voit bien qu'on reste très, très borderline. C'était pas mal le jeu de mots sur montagne russe. Oui, bon... Oui, mais ça participe effectivement. C'est une des situations qui participe sans doute à cette dégradation du sentiment des investisseurs. Alors, capitulation, il n'y en a pas eu encore, parce qu'on a des marchés européens, on baisse d'une quinzaine de pourcents en moyenne. États-Unis, à part le Nasdaq aussi. Capitulation, c'est quand vous avez une séance à moins 10 et puis que ça amène à moins 25, moins 30, enfin un fric-rac. Il y a peu de capitulation. En revanche, il y a quand même rien pour se réjouir quand même. On a une inflation qui est toujours forte. La Commission européenne prévoit 6,1, je crois, pour l'année en cours. C'est beaucoup, près de 10 aux États-Unis. Donc il y a les craintes d'inflation. Il y a quand même des craintes de récession qui commencent à arriver parce que de toute manière, on voit bien qu'il y a des ralentissements qui se font. Puis les prévisions de croissance ne font que baisser. Alors donc inflation, récession, les deux, le cocktail, c'est stagflation, ce qui est quand même ce qu'il y a de pire pour les marchés. Et puis, on parle de Troisième Guerre mondiale et de nucléaire. C'est quand même beaucoup. Voilà, donc, voilà. Mais pour autant, moi, je trouve que les marchés résistent relativement. Ils résistent pas mal. D'ailleurs, le plus bas en Europe avait été atteint début mars sur l'invasion. C'est remonté, ça a tutoyé ces niveaux-là il y a 2-3 jours, mais en fait, on tient, c'est pas énorme. Mais il y a des raisons, mais on va peut-être en parler. Oui, bien sûr, oui. Sachant que chacun des sujets n'est pas un sujet nouveau. Le conflit géopolitique va entrer dans son 3e mois. La situation d'inflation est déjà connue depuis plusieurs mois, mais le ralentissement de la Chine est déjà dans les cartes depuis quelques... Mais tous ces phénomènes ne font que s'accroître. C'est-à-dire que la baisse des prix ne permet pas de modifier le sentiment des opérateurs par rapport à ces sujets-là. Non, parce que vu que ça ne s'arrête pas, si vous pensez que les taux vont encore monter, et si vous pensez que la croissance va encore baisser, donc la croissance baissant, ça affecte les résultats, vous ne croyez pas à ce que vous voyez. C'est-à-dire aujourd'hui, le marché se paye autour de 12 fois les bénéfices en Europe, ce qui est tout à fait normal. Enfin, on n'est plus dans l'excès qu'on avait... en début d'année, je n'étais pas un des intervenants les plus optimistes quand je venais, mais parce que quand je voyais des Dassault Systèmes et des Hermès à 50 ou 40 fois les bénéfices, je me disais la moindre hausse des taux va affecter la valorisation. Bon, mais aujourd'hui, elles ont quand même... alors, on n'est pas donné, mais on a quand même pas mal Hermès, c'est encore à 40. Voilà, mais 12 fois sur Kering, une valeur du luxe... 12 fois sur Kering, moins qu'AB InBev. Voilà, donc c'est moins cher. Oui. Donc, voilà. Mais... Donc effectivement, vous avez la crainte, on ne sait pas jusqu'où les taux vont monter, parce que les banques centrales ont été quand même, dans notre jargon, behind the curve, on peut dire ce qu'on veut. Elles ont prétexté finalement l'Ukraine pour dire maintenant il y a de l'inflation, donc on y va. L'inflation, elle existait avant l'Ukraine. D'ailleurs, les break-even d'inflation, ils n'ont pas monté depuis l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il y avait une anticipation d'inflation, notamment à cause des matières premières, des matières liées à la transition énergétique, mais les banques centrales ne voulaient pas le voir. Donc, alors que les marchés commençaient à se dire, elles sont un peu en retard. Notamment la BCE, qui a été quand même aveugle pendant très longtemps, qui maintenant essaye de se rattraper. Donc, à un moment donné, les marchés se disent, les banques centrales qui ont été en retard pourraient... par effet par jeu de symétrie, d'une certaine manière, elles ont été trop accommodantes trop longtemps, elles vont peut-être être plus dures, plus longtemps que ce qu'on imagine. Voilà, il y a ce risque. Mais d'un autre côté, les marchés obligataires, regardez depuis quelques jours, ils ont finalement, après avoir atteint 3% aux États-Unis et un peu plus d'1% en Allemagne, ils sont un peu revenus en arrière
Parce que maintenant, c'est le spectre de la récession. Donc, quand il n'y a pas l'inflation, il y a la récession. Voilà. Avec en plus la guerre nucléaire, dont Oui, bien sûr, oui. La la dégradation permanente du risque géopolitique depuis quasiment 3 mois maintenant. Bon, Gilles, vos commentaires sur ce sentiment de marché. Ma question étant aussi, est-ce que derrière cette logique de sentiment, de psychologie, de flux, est-ce qu'il y a aussi des facteurs techniques qui deviennent un peu embêtants dans ces marchés? On sait quand même que quand il y a des effets boule de neige, des effets de spirale comme ça, ça peut mettre à mal certains acteurs, ça peut provoquer des ventes forcées massives. Est-ce qu'on est déjà dans ce moment-là, ou est-ce qu'il y a une forme de résilience, de résistance, toujours, comme le disait Eric? Alors, j'aurais une réponse à deux étages. Le premier, c'est oui sur le sentiment de marché négatif. Nous, dans nos modèles d'allocation d'actifs, on l'objectivise et on le mesure. Et on est clairement dans une zone de sentiment de marché négatif, c'est-à-dire une zone où les investisseurs finaux, dans leur avis d'opérés trimestriels, ont des NAV négatives et des performances négatives. Et donc, ont tendance à appeler leurs chargeurs compte dans leur société de gestion et leur dire pourquoi est-ce que c'est négatif et expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, donc ça, c'est toujours des périodes qui sont stressantes, psychologiquement parlant, pour les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, par définition, c'est la même chose. Et il faut savoir que psychologiquement, une baisse de X% coûte au moins 2 fois plus qu'une hausse de ce même X%. Quand on perd 10%, on a l'impression d'avoir perdu 20%. Quand on gagne 10%, on a l'impression d'avoir gagné 5%. Voilà. Et donc ça, c'est un fait, il faut l'accepter. Il faut savoir en jouer quand on est en jouer, c'est-à-dire l'utiliser, au même titre qu'au judo, on utilise la force brute de l'adversaire. Quand on est un investisseur, on observe aussi ces éléments-là qui sont tendanciels. Une fois que c'est installé pour un temps. Alors, on ne sait jamais quand ça se termine, mais c'est installé pour un temps. Et clairement, nos indicateurs de sentiment de marché sont négatifs depuis un moment. Et dans l'histoire, c'est 18% du temps à peu près où on a des situations qui sont propices à des commentaires négatifs de part des net asset value négatives et des performances négatives dans ses fonds et dans son épargne. Ceci étant dit, on a une autre façon d'apprécier objectivement les marchés. Ce sont nos ratings qui sont basés donc sur des éléments objectifs, tangibles, fondamentaux, valeur par valeur sur 7000 valeurs dans le monde. Et aujourd'hui, on est à entre 5 et 6 sur 10 sur le marché mondial ou le marché américain ou le marché de la zone euro. Et tout ça, ça a correspondu historiquement à des performances annualisées à 2 chiffres, 3 mois après l'observation de ces ratios. C'est-à-dire que, et ça, c'était pas le cas il y a 3 et 4 trimestres, il y a eu 4 ou 5 mois consécutifs de rating inférieur à 2 sur 10 sur le monde et sur les grands marchés qui nous concernent, des marchés développés ou plus proches. Donc là, la baisse, tout ça, ça veut dire quoi? En résumé, la baisse des marchés depuis 3 à 4 trimestres nous paraît être intéressante pour l'investisseur à moyen terme parce que ça reconstitue une espérance de gain, un potentiel de performance. Bien sûr. Si on l'analyse également à l'aune de tous les fondamentaux et de la macroéconomie. Par contre, force est de constater qu'à plus court terme, que le sentiment de marché est devenu négatif et qu'en règle générale, il faut des catalyseurs pour renverser cela. Et catalyseurs autres qu'un bon rating equity GPS, qui n'est pas parfaitement bon à l'heure actuelle, mais qui est revenu dans une zone constructive. Et ça, c'est au niveau des indices dans leur ensemble. Bien sûr, quand on plonge dans les secteurs et les valeurs, ça veut dire qu'on a beaucoup de situations très intéressantes selon nous, aujourd'hui, sur les marchés actions des pays développés. Juste une petite question quand même. Est-ce qu'à partir de ces niveaux de baisse de marché actions, notamment une quinzaine de pourcents, un peu plus peut-être pour le Nasdaq, est-ce que les clients se rachètent aujourd'hui? Enfin, à partir de
quelle baisse est-ce que les clients commencent à appeler effectivement les gestions sous mandat ou collective en disant moi là j'ai trop perdu, je sors, même si c'est peut-être une décision qui intervient au mauvais moment. Vendre quand on a déjà perdu 15-20%, mais le phénomène de rédemption, de rachat, certains stratégistes le craignent en disant attention, c'est peut-être maintenant qu'on va avoir ce phénomène qui va venir amener une forme de capitulation. On le voit pas pour l'instant. On le voit pas pour l'instant. D'accord. Ensuite, il faut savoir que les clients, ça fait 30 ans qu'il y a eu des chocs terribles, qu'éventuellement ils ont vendu dans le creux, et que 5 ou 6 ans plus tard, ils se mordent les doigts en se disant ça rebondit. Donc à un moment donné, ils se disent finalement, allez, peut-être qu'ils ont tort, mais ça finira par rebondir. Je monte même pas à 87, mais plus près de nous, la bulle techno en 2001, 2008, 2015, où je crois que ça avait pas mal baissé. Et à chaque fois, on est beaucoup plus haut. Ouais. Donc à un moment donné, ils se disent, quelles qu'en soient les raisons, ça remontera. Quant à la géopolitique, alors c'est vraiment cynique, mais ça n'a jamais fait les cours de bourse. Jamais. Voilà. Depuis, il y a eu... Là, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Sur le coup, ça s'effondre. Il y a eu la guerre en Irak en 90, où le marché avait perdu 30% au mois d'août 90. Ça finit par remonter. C'est très... Oui. Enfin, ça a quand même bien amoindri la croissance, ça a quand même bien augmenté le niveau d'inflation. Enfin, ça a eu des impacts quand même qui se sont retrouvés dans les cours de bourse. Ce que je veux dire, c'est que quelques années plus tard, à un moment donné, on a oublié. Alors, c'est très moral et tout, mais à un moment donné, les investisseurs se disent on ne va pas regarder ça. Alors maintenant, à part que ça dépend jusqu'où ça va et qu'aujourd'hui, ça pourrait être... Mais les clients n'ont pas craqué encore. Les clients n'ont pas craqué. D'accord. Xavier Patrolin, qu'on accueille, le président d'Albatros Capital. Bon, on était sur le sentiment de marché, mais ce que je trouve que c'est intéressant de parler du sentiment à ce moment où les prix ont quand même déjà beaucoup ajusté, où il y a déjà beaucoup de nouvelles sur la table, en tout cas, dont on parle régulièrement tous les jours. Il n'y a pas de surprise par rapport à la situation globale macro qu'on décrit tous les jours, et pourtant, le sentiment est quand même toujours plus négatif. Si, il y a quand même une petite surprise. Enfin, il y a deux surprises. Bon, une surprise qui n'a rien à voir avec l'inflation, qui est quand même un conflit sur le continent européen, interétatique, selon ce que l'on n'a pas connu depuis 70 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est là-dessus que je vais légèrement différer. Les conséquences géopolitiques pour l'économie européenne et pour les marchés européens pourraient être importantes sur le moyen terme. En prenant comme hypothèse que ce que l'on connaît avec la Russie actuellement, c'est les débuts de quelque chose, que la Russie est probablement rentrée sur une logique de moyen terme, il y aura des allers-retours, mais que ça ne se limite probablement pas au continent, à l'Ukraine, et qu'on est obligé, même si la probabilité reste, il faut la quantifier, je ne suis pas habilité à le faire, mais on doit le quantifier. Et ça a des conséquences certaines pour nos équilibres budgétaires, ça a des conséquences certaines pour des excédents courants. Pensez à la seule Allemagne, qui voit en quelques mois sa situation déficitaire du point de vue énergétique et ses excédents commerciaux vis-à-vis de son partenaire, l'Empire du Milieu, ralentir. Donc l'effet sur les balances courantes à moyen terme sur l'économie allemande et donc sur l'économie européenne ne sont pas négligeables. Mais bon, là, je fais de la politique fiction. Bon, en revenir à ta question, le sentiment, je ne suis pas sûr que les marchés les investisseurs soient très sentimentalistes. Au fond, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils ont vécu depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans avec un mécanisme de réassurance des banques centrales. Et ça s'est particulièrement amplifié depuis Lehman Brothers. Puisqu'au fond, il fallait combattre l'autre mal, qui est le mal symétrique, un peu dans un visage de Janus, qui était la déflation. Et pour la déflation, toutes les armes étaient utilisables. Et donc les marchés ont été extrêmement réassurés. Quand tu rentres dans une séquence où le régime d'inflation est en train de changer, peut changer, à ce moment-là, la courbe de réaction des banques centrales ne devient plus du tout linéaire. On n'est plus dans la forward guidance, on est dans la convexité. Et les marchés commencent à probabiliser ce risque. Parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, toutes les banques centrales sont en retard, mais enfin... La banque centrale qui est le plus en retard, me semble-t-il, reste la Fed avec un policy mix, ça c'est mon dada, ça, mais un policy mix, c'est-à-dire équilibre politique budgétaire, Joe Biden, combinaison de Joe Biden et de Jérôme Powell, complètement détonnant. Reprenez les propos qui sont tenus depuis quasiment 2 ans, en expliquant
qu'on chauffait à blanc l'économie américaine et que c'était porteur. On ne parlait pas de l'Ukraine à l'époque. Donc c'est ça qui fait peur. Et donc les conditions financières sont en train de se dégrader, mais elles restent toujours similaires, mais elles sont en train de se dégrader. Et on voit les tulipes digitales s'effondrer, on voit les compartiments du Nasdaq, parce que c'était tous ces lieux où on l'imagine. Et donc, on arrive à des liquidations de marché qui concernent plus alors juste les tulipes, comme vous dites, les parties les plus spéculatives de marché. On entre dans une phase où on est obligé de vendre des actifs plus, plus solides, plus patrimoniaux, plus solides. On est à ce moment-là. Oui, probablement. Oui. Parce que d'autant plus que, les business models, les modèles économiques sous-jacents à une partie du compartiment de l'économie digitale sont eux aussi en train de se faire. Là, ils se dégradent parce qu'ils se font rattraper par la patrouille, qui est la réalité des coûts salariaux, qui est la réalité des coûts énergétiques. Un Amazon, il y a toute une série de coûts dont il ne peut pas s'émanciper. Prenez les diatribes de Jeff Bezos actuellement à l'égard de Joe Biden sur la politique fiscale. Vous avez une petite idée de ce qui est en train de se passer chez Amazon en termes de coûts. Donc ça aussi, c'est pas uniquement une logique purement financière. J'ai perdu énormément sur le Bitcoin, sur les monnaies numériques. Donc je vais aller faire dégager. Non, c'est aussi que l'économie, la réalité, si j'ose dire, est en train de se développer. Et ça perturbe les marchés. Mais pour en venir à la valorisation, moi, je suis pas profondément inquiet. Pourquoi ? Parce que les taux réels, quand on déflate les taux nominaux souverains de l'inflation, alors l'inflation contemporaine, évidemment, là, il n'y a pas... oui. Mais même si anticipée. Mais même si on prend une inflation anticipée, on reste en terrain qui donne une attractivité au placement equity. Alors après, évidemment, il ne faut peut-être pas aller investir sur des boîtes super endettées qui n'ont pas de cash flow ou pire, qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Donc là, c'est celles-là, elles sont évidemment... Parce qu'elles escomptaient des conditions financières à vis éternelle, c'est-à-dire des conditions financières. Souvenons-nous du discours qui était le TINA, there is no alternative. Oui. Et il y a des gens encore, je rappelle qu'en France, on mentionnait l'hypothèse de renoncer à la dette souveraine, enfin renoncer à la dette souveraine, c'est-à-dire de faire un write-off sur 10, 20, 30, 40% de dette française. Parce que, voilà, c'était comme ça, les taux allaient rester éternellement bas. Donc on a été dans des phénomènes de croyance. Alors c'était un débat très français. Oui. On a été dans ces phénomènes de croyance et la communauté financière n'en était pas exempte. Et à 0, le taux réel 10 ans américain, un retraité de l'inflation anticipée, la prime de risque action est confortable par rapport à ce coût sans risque. C'est là où ça devient sport et peut-être qu'on aura un débat. Parce que oui, rapidement, en instantané, parce qu'on a des agrégats qui restent, moi ce qui me frappe, pour l'instant j'ai jamais vu. Alors ça me rappelle la bulle techno. Mais la bulle techno, les earnings, ils commençaient à downturner. Là, j'ai jamais vu, honnêtement, à ce stade, j'ai jamais vu, rarement vu, un phénomène de baisse de marché avec des agrégats qui restent aussi puissants. Ouais. Ça commence à se dégrader dans certains secteurs, mais globalement, en consolidé, ils restent puissants. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a un effet rétroviseur ? Parce que tout ça, tu vas me dire, tout ça, c'est l'image. C'est intégré. Ouais, c'est intégré. Devant, il y a du verglas, il y a de la brume, il y a des lacets, il y a tout ce que tu veux. Donc, attention, ça va... Et auquel cas, la prime de risque mais c'est pas tellement mon point de vue. J'ai plutôt le sentiment que l'économie reste malgré tout solide. On rentre dans un phénomène... Il ne faut pas confondre ralentissement et récession. Et encore plus récession bénéficiaire. Et donc, j'ai l'impression que, globalement... Je suis plus à l'aise aujourd'hui avec la valorisation, même si du point de vue géopolitique, j'ai des grandes inquiétudes, qu'avec la valorisation d'il y a 6-9 mois, où là, j'avoue que je commençais à perdre mon latin entre ce que disait Jérôme Powell, le marché du travail et les valorisations. Et alors, ce truc que j'ai toujours pas bien compris, et peut-être je le comprendrai plus tard, c'est les monnaies numériques, j'ai bien compris la blockchain, tout ça, mais comment on pouvait mettre de telles valeurs dans cette espèce de billet de Monopoly numérique. Ça, j'avoue. Et pour moi, la seule explication que j'avais, c'était des grenouilles. Ces grenouilles m'indiquaient qu'il allait pleuvoir et qu'elles allaient se faire lessiver. Et alors, pour l'instant, c'est ce que je vois. Je crache pas sur les gens qui ont osé investir sur les... mais je dis simplement, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et ça me rappelle 2000... la bulle techno, des trucs que je ne comprenais pas. Il y a des gens qui me parlaient au téléphone, qui me disaient « tu n'as strictement rien compris, c'est des options dans tous les coins. Tu n'as pas compris les options. » Bon, très bien, je n'avais pas compris les options au moment de la bulle techno. Cette fois, c'est différent, le monde a changé, c'est un nouveau paradigme, etc. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que tu vois, le cocktail conditions financières plus les illusions perdues, si j'ose dire, font les valorisations d'aujourd'hui. Bon, mais ça veut dire que quand on a été prudent, comme vous, peut-être là,
on retrouve peut-être des niveaux de valorisation qui peuvent être intéressants aujourd'hui. Les prix ont baissé peut-être plus vite, plus fort que la dégradation de l'économie demain, en tout cas de ce qu'elle sera demain, Pour Gilles. certaines valeurs dans 5 secteurs, oui. Ouais. Clairement. Et ce n'est pas d'ailleurs forcément dans les secteurs ou sur les valeurs dont les cours ont le plus baissé. Parce que ça peut être des secteurs ou des valeurs dont le cours a déjà monté, mais qui continuent, selon nous, et avec notre méthodologie, à continuer d'être attractifs. Oui, parfois, si les cours baissent, c'est qu'il y a de bonnes raisons aussi. Et si les cours montent, il y a aussi de bonnes raisons. Et après, notre métier le plus important, c'est d'identifier les anomalies. Les anomalies de pricing et d'identifier si le marché, la majorité, peut ponctuellement avoir raison, mais à moyen terme, avoir tort sur le moyen terme. Et c'est là qu'on peut surpondérer ou sous-pondérer certaines valeurs et certains secteurs. Et aussi vieux que sont les marchés, il y a toujours eu des périodes de surévaluation globale, spécifique, sectorielle au pays, toujours eu des périodes de sous-évaluation et de surévaluation. Donc là, on est en train de progressivement de sortir d'une période de surévaluation sans doute historique, à l'aune de la stimulation monétaire également historique qu'on a connue pour nous sortir de différentes crises. Donc on ne corrige pas juste la pandémie. Je pense aux GAFAM, où je me dis, tiens, on va corriger les 2 ans de pandémie. Non, c'est quelque chose de plus profond que ça qui est en train de se jouer, y compris pour ces valeurs-là. Oui. On était dans une économie où il y avait des prix négatifs, des taux négatifs, même des prix négatifs. À un moment donné, ponctuellement, le pétrole avait eu un prix négatif. Une économie d'abondance où rien ne coûtait rien, quelque part dans la sapience collective du marché, c'est-à-dire des investisseurs dans leur globalité, moi, il me semble que dans les excès d'il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans, enfin en tout cas d'il y a 2 ans ou il y a 2 ans, le marché, les investisseurs, qui sont quand même des machines à calculer sur le moyen terme. Un investissement action, ça s'analyse à moyen terme. On ne pouvait pas tout parier sur le fait que les taux étaient à 0 et que tout allait obtenir un PE infini. Et donc, clairement, il y a une limite à l'investissement en action, même dans ce déluge de cash dans le système, qui d'abord profitait au pouvoir d'achat, ensuite aux investissements financiers, et enfin, à la fin, au bout d'un moment, c'est aller ailleurs. Et cet ailleurs a été effectivement des rêves à plus ou moins long terme, qui certains se réaliseront, la plupart ne se réaliseront pas et finiront mal. Il y a certaines sociétés qui payaient leur coût d'exploitation avec des augmentations de capital. Bon, au bout d'un moment, ça s'arrête. Ça s'arrête quand ça s'arrête quand ça s'arrête. Et en particulier, quand on passe de taux de 0,5% aux États-Unis à 3%, et ça en moins d'1 an, c'est sûr qu'il y a tout un pan du marché qui le ressent fortement. Bon. Qu'est-ce qui est concrètement, c'était ma question. Concrètement, qu'est-ce qui paraît intéressant aujourd'hui, justement ? En sectoriel, parce que l'analyse géographique est moins fine qu'une analyse sectorielle, à mon sens. Et quand on regarde les secteurs, soit niveau 1, soit de niveau 3, un petit peu plus détaillés, on se rend compte que la baisse, les problématiques de pouvoir d'achat ont un effet sur les biens de consommation discrétionnaires et sur les capacités de résultats, voire même de chiffre d'affaires de beaucoup de ces sociétés. Et nous, on a des signaux encore négatifs sur beaucoup de ces sociétés qui parfois intégraient des chéris des marchés, comme le luxe en Europe ou autre. À l'inverse, donc également dans la même catégorie, les compagnies aériennes. Entre la hausse des prix du baril, les problématiques de trouver des pilotes, les arrêts en Chine ou ailleurs au gré des rotations des virus au niveau mondial, et puis le flight chain et les problématiques... Sur du moyen terme, vous dites que ça reste un investissement compliqué. On a toujours un rating agrégé sur ce secteur-là de 2 ou 2,5 sur 10, malgré sa sous-performance récente, et le rating reste bas et était bas, et le reste. Alors tout ça, c'est pas des très gros secteurs. À l'inverse, on a des ratings très élevés sur certaines valeurs de l'énergie, certaines valeurs liées au gaz en Europe.
Il ne faut pas oublier qu'on a le gisement de la mer du Nord et beaucoup de sociétés cotées qui connaissent actuellement, qui ont un environnement extraordinairement favorable. Beaucoup de sociétés américaines de chimie qui utilisent le gaz et qui ensuite vendent leurs produits finis dans le monde entier. Et là, si on considère que les concurrents européens ou asiatiques n'ont pas accès directement à une source d'énergie peu chère et que les Américains auront accès à une source d'énergie peu chère, ça leur donne un avantage compétitif exceptionnel. Mais là, c'est plus des biens de consommation discrétionnaires, c'est de la chimie ou de l'industrie ou de l'énergie. Il faut aller regarder de façon un peu plus granulaire sur les... Ouais, c'est ça. Bon... est-ce que les prix permettent quand même de regarder les choses en étant un peu plus confortable? C'est ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, Eric. Et si oui, quel type de secteur ou de prix? Est-ce que c'est l'automobile et les banques qui sont déjà revenus à des niveaux cohérents avec des récessions? Est-ce que c'est de la belle et grande valeur, même si elle se paye encore 20 PE ou plus? Je souriais tout à l'heure en entendant Xavier sur les cryptos, parce que moi non plus, j'ai jamais compris... Mais bon, on comprend pas toujours tout. Des dinosaures, il y a plus de 100 ans de marché là, autour de la table. Alors, je me suis gardé de parler de l'envolée spéculative des cryptos, je suis très à l'aise pour ne pas trop parler de la baisse, qui reste confinée à on va dire, un univers de marché un peu parallèle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça vient peser sur les vrais marchés, entre guillemets, ou les vrais gros marchés traditionnels? J'ai pas l'impression. Mais tout ça, c'est les taux à zéro. Enfin, de toute façon... Ouais. Enfin, ils sont plus à zéro depuis longtemps, les taux. Le Bitcoin se crache là maintenant, mais les taux, ils sont plus à zéro depuis un moment déjà. Le Bitcoin, il est plus à 60 000 non plus. Non. Donc voilà, à un moment donné, quand on vous donne de l'argent, vous ne savez plus où le mettre, donc c'était l'immobilier. Mais ça craque quand les taux sont déjà à 3%, quoi. Oui, mais bon, parce qu'on va revenir, parce que 3%, c'est des taux à peu près normaux par rapport à la croissance, et donc on revient à évaluer les choses plus sérieusement. Donc pour répondre à la question lesquelles, en fait... toutes les valeurs défensives pâtissent de la remontée des taux d'intérêt. Elles ne pâtissent pas beaucoup de leur révision en baisse de leurs bénéfices, pâtissent de la remontée des taux d'intérêt. Et les valeurs cycliques, elles sont pas mal pricées comme pour une récession, quand même. Oui, bien sûr, oui, automobile. L'auto, les banques, bien sûr, une récession. Très clairement. Bon, alors donc maintenant, dans les mois à venir, il faut savoir vers quoi ça va pencher. Moi, je pense, mais je me trompe peut-être, mais qu'à un moment donné, c'est le ralentissement quand même qui va venir. Et qu'à un moment donné, les taux vont s'arrêter de monter, parce que sinon c'est la spirale. Et puis, là, on rentre dans l'inflation, mais je ne pense pas. Voilà, je pense qu'à un moment donné, de toute manière, la hausse des matières premières et le fait que ça ne s'est pas relayé en Europe dans les salaires, ça l'est aux États-Unis, mais ça l'est pas en Europe, fait qu'à un moment donné, la demande va stopper. Ouais, et donc, si on est dans un schéma de récession, on veut quoi? Des secteurs qui ont déjà pricé cette récession, ou on veut des secteurs qui souffriront moins de la hausse des taux, puisque la hausse des taux sera stoppée? On va revenir si réellement on est dans un fort ralentissement. Les taux vont rebaisser et vous aurez les valeurs dites défensives de croissance qui vont remonter, pour peu que ce soit des vraies valeurs de croissance. Parce qu'en fait, valeurs de croissance, c'est tout et n'importe quoi. Enfin, voilà, mais des valeurs qui ont une croissance à peu près régulière et qui se payaient 40, on ne va peut-être pas revenir à 40, mais entre 40 et 15, il y a 20, et quelque chose comme ça. Donc, voilà. Maintenant, si on se trompe qu'il n'y a pas de ralentissement, alors les valeurs massacrées peuvent rebondir. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il y aura plutôt un ralentissement. Oui. Donc c'est plutôt la qualité qui dominera. Qui peut revenir, mais dans tout ce qui est bradé, il ne faut pas non plus tout le jeter. Non. Mais ce que disait Xavier, là, c'est impressionnant, effectivement, sur les résultats. Enfin, c'est incroyable. Là, on révise encore la hausse. Oui, on vient de passer la publication des trimestriels. Ouais. Nos gérants analystes sont au contact des CEO. Non seulement on révise à l'os, mais ils ne sont pas inquiets. C'est ça qui est incroyable, quoi. Ils lisent le journal comme les autres. Ouais. Enfin, eux, dans leur carnet de commandes, c'est blindé. Alors après, je reviens sur les banques centrales. Le problème, c'est que là, l'inflation, c'est un problème d'offre, pas de demande. Oui. Donc la Banque centrale pourra monter ses taux autant qu'elle veut, tant qu'il y a le gaz, le pétrole qui explose, ça ne va pas faire grand-chose. Bon. Voilà, d'où les craintes aussi et la volatilité. Quoi. Mais aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous disent qu'on a des carnets de commandes garnis.
De toute façon, l'auto, leur problème, c'est pas un problème de demande, c'est qu'ils peuvent pas fournir. Non. Bon, donc puis la demande. Je regardais l'Agence internationale de l'énergie. Ils ajustent la demande de pétrole pour cette année. Ils voient pas d'effondrement de la demande. Non. Le problème, ce sera l'offre, évidemment, mais la demande, elle est confirmée en l'état pour l'instant, la demande de pétrole. Donc voilà, les sociétés vont bien pour l'instant. Alors effectivement, c'est le rétroviseur, et puis à partir de maintenant, elles vont avoir des problèmes de coût peut-être. On avait, je pense, sous-estimé les gains de change que les Européens ont pu faire. Quelque part, donc ça fait du bien. Ça peut jouer un peu, ça. Ça, en tout cas, ça leur a fait pas mal de bien. C'est pas un vent contraire, en tout cas, on va le dire comme ça. Non. Après, faut pas voir l'euro non plus à 0,80. C'est la question. On va le voir à combien l'euro-dollar. Non, mais parce que c'est aussi ça qui est assez marquant ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'autant en 2021, les parités de devises étaient un non-sujet de marché. Là, ça redevient non seulement un sujet de marché, mais même un sujet politique. Les déclarations verbales se multiplient. Ici, le ministre des Finances japonais, la secrétaire américaine au Trésor, François Villeroy de Galhau ce matin sur l'euro, la Banque centrale indienne. Alors là, c'est les émergents. Ils interviennent directement sur les marchés de devises, etc. Ça devient un vrai sujet frictionnel sur les marchés et peut-être même entre États aujourd'hui. Moi qui ai souvent défendu un trend méga baissier sur le dollar, de me faire... Alors, il y a conjoncture et structurelle sur l'échange. Mais il fallait s'attendre à ce que la sortie du quantitative easing, quand bien même elle soit progressive, impacte favorablement le dollar contre toute devise. C'est la première chose. Donc, il n'est pas étonnant qu'on ait ce phénomène-là. Deuxièmement, on a une conjoncture économique mondiale qui est depuis plusieurs trimestres, et ça s'accélère avec ce qui est en train de se passer en Chine, qui montre des visages multiples. C'est-à-dire la mondialisation n'est pas uniforme. Ce n'est pas une armée romaine, une légion qui fonce tout droit. On a d'un côté un sur-régime du côté américain, on a un sous-régime chinois qui mélange le sanitaire et peut-être plus de problèmes structurels, et puis on a une situation européenne qui, qu'on le dise avec des mots relativement polis, qui prouve une certaine baisse de crédibilité de la Banque centrale européenne. Je pense que la Banque centrale européenne est en train de... Pour Christine Lagarde, ça devient très compliqué. La situation aurait été compliquée. Je ne fais pas un propos machiste parce qu'on est 4 hommes autour de la table et on parle d'une... Mais je pense que déjà, spontanément, pour un banquier central traditionnel universitaire, la situation aurait été complexe. Pour une ancienne directrice du Fonds monétaire international, je pense que la situation est très complexe, au sens où elle n'a pas, me semble-t-il, une autorité au sens académique du thème, suffisante par rapport à ses pairs. Elle fait le consensus, mais ce n'est pas le leadership intellectuel. Elle ne porte pas le leadership intellectuel de la BCE. Draghi qui pouvait impulser vis-à-vis de ses pairs. Oui, mais Jérôme Powell non plus ne porte pas le leadership de intellectuel de la Fed. Il est mieux staffé. Je pense qu'il est Jérôme Powell est nettement mieux. Je pense qu'il y a des marionnettistes derrière qui sont nettement plus solides. Et donc ça commence à jouer sur la parité. Et puis la parité euro-dollar. Et puis enfin dernier point, la situation ukrainienne et sur ce qu'elle implique sur le moyen terme, sur les équilibres dont je parlais tout à l'heure, les équilibres à la fois de finances courantes, de déformation des politiques, de centralité. Au fond, c'était quoi l'Europe il y a encore quelques mois? C'était New Generation, je ne sais plus exactement. Next Generation EU. Voilà, c'était ça. Mais c'est toujours, le plan, il est toujours là. Oui, le plan est toujours là. Il sera peut-être augmenté demain. J'avais une formule que j'avais mentionnée dans un de mes mails précédents, mais je ne l'ai pas mis là. Mais nous, on va continuer à construire des éoliennes et mettre du photovoltaïque sur nos toitures. Alors, on va être les good guys, au fond, et alors que les bad guys seront aux frontières de l'Europe avec des chars, des missiles éventuellement nucléaires. Je pense que ça, c'est pas tenable. Et donc, ça veut dire que peut-être l'Europe va devoir, ça ne veut pas dire qu'elle doit renier ses engagements climatiques, mais c'est qu'elle va devoir hiérarchiser ses priorités. Et je pense que ces priorités vont toucher les peuples européens. Moi, je suis frappé d'une différence entre ce qui est en train de se passer en Allemagne et ce qui se passe en France. En France, on te parle de pouvoir d'achat. C'est essentiel. En Allemagne, je commence, alors certes avec un résultat pour le SPD qui est ce week-end qui n'a pas été glorieux, mais on commence à voir des ministres dire aux Allemands qu'ils vont devoir probablement, pour leur liberté, s'appauvrir. Je ne sais pas si... Donc, non, mais... Tu vois, c'est des conséquences qui sont tenues, c'est des propos qui sont tenus autour de tables comme celle-ci, mais ça veut dire quand même que si on doit faire des efforts pour rompre les liens économiques qui nous lient avec la Russie, c'est des liens centenaires.
C'est ce qui a fondé l'émancipation industrielle de l'Europe. C'est l'intégration de la base industrielle et de la base énergétique russe. Si on doit faire ça, ça veut dire qu'effectivement, l'économie européenne va être confrontée à des vents mauvais, à des vents difficiles. Et donc, regarde, on parle même que si la Russie, à Dieu ne plaise, coupait, c'était pas le gaz, à l'Europe à la veille de l'hiver, les calculs commencent à être faits, c'est 4 à 5 points de l'Union européenne. Oui, c'est une récession. 4 à 5 points de PIB. Non, mais c'est pas une récession, c'est une méga récession, avec tous les troubles que ça implique. Donc, comment tu probabilises ce scénario ? Pour l'instant, tu ne probabilises pas ou faiblement. Donc, tu continues à regarder le corps des publications et tu es à l'aise. Pour en revenir sur l'échange, moi, j'ai l'impression que sur l'euro-dollar, c'est pas fini. C'est pas fini. La surenchère verbale de la BCE ne joue absolument pas sur l'euro. Primo, parce qu'elle n'est pas tenue par sa présidente. Deuxio, parce que le marché a compris qu'il y avait encore au sein du Conseil des gouverneurs de profondes divergences entre guillemets, ce que j'appelle la zone marque et la zone qui... c'est que surtout le calendrier n'est pas très favorable pour la BCE. La réunion, c'est le 9 juin, 21 juillet, c'est loin. Et on sait qu'il y aura des décisions prises quand même à ce moment-là. Oui, mais c'est encore loin. Ce que dit le président Villeroy de Galhau, c'est un conseil stratégique et un été tonique. Oui, bien sûr. Donc voilà, tout est dit. Mais peut-être, normalement, il y a une courbe, normalement, les déséquilibres et les équilibres, des déséquilibres du côté américain et les équilibres de balance des paiements doivent à un moment être des forces de rappel. Donc on est probablement... qu'on s'aventure proche de 1, qu'on aille titiller la BCE, qu'on aille un peu en deçà. 1,05 est surveillé de près, c'est quand même ce maintenant, s'il y a utilisation d'armes nucléaires tactiques, dans le cadre d'une généralisation, on change pas. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui pèse aujourd'hui sur la parité euro-dollar, au-delà de la force du dollar. Un petit mot de la Chine quand même aussi. Alors je ne sais pas, est-ce que le risque chinois de récession, on peut peut-être, de croissance négative, je ne sais pas comment il faut le dire, mais est-ce que c'est... Comment vous l'évaluez ? Est-ce que c'est bien, ça se reflète aujourd'hui dans les prix de marché, y compris sur nos marchés européens L'Allemagne, beaucoup d'entreprises, évidemment, sont très dépendantes de la Chine. Eric. Nous, on a une filiale à Hong Kong. Là, ce matin, on parlait avec notre analyste chinois. Il nous disait qu'actuellement, d'après ces données, la Chine tournait quasiment à zéro de croissance. Quoi. Et ce n'est pas les chiffres officiels, puisque dire 5, a priori, tourne à zéro. Donc là, ça va commencer à le taux de chômage remonte au-delà de 6%, etc. Alors après, comme politiquement, c'est une année importante pour le président Xi qui doit se faire... pas élire, c'est pas une élection, mais réélire. Reconduit pour quelques années, voire à vie, par le Parti communiste. Je pense qu'il va maintenant faire tout pour essayer de desserrer. D'ailleurs, on commence... faire quoi ? Tout déjà, desserrer le confinement, c'est pas rien. C'est ce qu'ils sont en train de... Il desserre le confinement, mais avec quel outil ? Avec quelle arme ? Non, mais déjà, relancer un peu la consommation, parce que là, vous avez des dizaines de millions de Chinois enfermés. Enfermés. Oui, non, mais on a tous vu les images qui peuvent circuler. On doit chacun avoir des connaissances enfermées. Oui. Depuis 2 mois en prison. C'est quand même complètement dingue. Bon. Après, il y a peut-être joué sur la parité de change aussi. Continuer. Il a besoin d'une petite dévaluation compétitive. Faire glisser le yuan, ce qui n'est pas impossible. Quant à la parité euro-dollar, alors évidemment, il y a la guerre. C'est une valeur refuge. Le dollar, quand on est au bord d'une guerre, voire nucléaire, forcément, c'est une valeur refuge qui intéresse. Puis après, il y a un différentiel de taux. Alors, il a toujours existé, le différentiel de taux, mais à 3%, on peut se dire qu'on commence à voir le fameux TINA. Là, il y a plus de TINA, il y a alternative. Donc, ça peut drainer des flux. Des capitaux, Alors, évidemment, il faut couvrir le dollar pour un ça Européen. coûte très cher quand même de se couvrir pour un étranger. Mais le différentiel de taux peut jouer. Maintenant, si on commence à entrevoir... ce qui va être important, c'est le discours de la Fed dans les mois à venir. Parce que là, on est en train de rajouter des 50 juillet, points de base. Oui, c'est ça. Après 3 hausses de 50 points de base, quel sera l'état du monde pour la Fed ? S'il commence un peu à infléchir, là, vous allez avoir les taux longs qui vont se calmer, le dollar qui devrait arrêter, sauf s'il y a guerre en Europe. Le risque étant qu'il y ait une rigidité importante de l'inflation et aussi une forme de résilience du marché du travail, parce que le niveau de tension sur le marché du travail, il est important. Il faut quand même un choc d'activité massif aux États-Unis pour renverser ça. Sur la Chine,
Je sais pas. Alors, si moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'attends de voir la photo des officiels avec les dragons, hein, puisqu'on a un symposium prévu normalement dans les prochains jours du mois de mai entre Pékin et les patrons des grandes technologies, des grandes plateformes technologiques chinoises, qui ont été mises sous coupe réglée quand même de manière très dure depuis 2 ans. Donc, j'attendais de voir ce que ce signal peut dire aux investisseurs. Alors sur la Chine, on a en top-down, on a une vision, là encore, à 2 pans. Le premier, c'est notre rating est très élevé. En fait, en ce sens où les valorisations des entreprises chinoises sont historiquement très attractives aujourd'hui. Maintenant, se pose la question. Par contre, le sentiment de marché est toujours négatif. Il y a toujours des outflows, des flux qui sortent, et des baisses de cours, en particulier sur les segments les plus sensibles de la nouvelle économie chinoise. Et donc, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, ni si les perspectives bénéficiaires des entreprises chinoises vont rebondir. Parce que sur la Chine, il y a un autre sujet que le sujet un peu court terme de sortie du Covid. Il est très plausible, selon moi, que si jamais on avait une vraie sortie du Covid, on ait un rebond assez sensible. Mais par contre, à moyen terme, il y a des problèmes structurels sur la Chine qui sont loin d'être faciles à résoudre. Bon. Merci beaucoup, messieurs, pour ce tour d'horizon de l'actualité en ce début de semaine. Bon, on va dire une séance peut-être un peu plus calme que les précédentes, mais qui est toujours marquée par énormément d'hésitation et de prudence. Les investisseurs ont quand même du mal à se mettre contre les tendances du moment, baisse des actions, remontée des rendements obligataires, et puis la force du dollar qui écrase tout sur son passage. Merci à vous 3. Gilles Bazissière qui était avec nous, le président d'Equity GPS, Eric Turgeman, directeur des actions et convertibles d'Ophi Asset Management, et Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital.